Salut, c'est Apo86 et si je vous disais qu'un requin en panne a donné naissance à l'un des plus grands films de tous les temps. Aujourd'hui, retour sur une œuvre qui fête ses 50 ans, Les Dents de la Mer. Le film qui a traumatisé des générations et qui a failli couler avec son propre tournage. Entre chef-d'œuvre, du suspense et production infernale, que vaut vraiment ce classique de Spielberg? Vous le saurez après ceci. Nous sommes en 1975. Stephen Spielberg a tout juste 26 ans. Il sort à peine de son premier succès au cinéma, Sugarland Express. Et on lui confie l'adaptation d'un roman à succès, Jaws, écrit par Peter Benchley. En effet, sans attendre son succès en librairie, le producteur de cinéma, David Brown, décide très tôt de racheter les droits du livre et déclare: c'est pas de la grande littérature, mais on peut en tirer un bon film. Brown et Richard D. Zanuck, le second producteur du film, offrent 175 000 dollars à Peter Benchley pour les droits d'exploitation de son roman au cinéma et rallonge le chèque avec 25 000 dollars de plus pour qu'il écrive lui-même le scénario du film. Plus tard, il se verra adjoindre l'aide de Carl Gottlieb. 5 versions successives du scénario seront écrites. Pour le casting, les choix sont assez tranchés. Roy Scheider, qui vient de se faire remarquer dans French Connection de William Friedkin, sorti en 1971, il comprendra le rôle de Martin Brody. Et Matt Hopper sera incarné par Richard Dreyfuss. Pour le rôle de Kint, c'est Sterling Hayden, mais il ne peut pas accepter ayant quelques démêlés avec le fisc. Le rôle est finalement offert contre 100 000 dollars à Robert Shaw. L'équipe technique prend ses quartiers à Edgartown, ville de moins de 4000 habitants située à Martha Vineyard. Une fois sur place, le scénario subit quelques retouches finales et les dialogues sont revus jusqu'au dernier moment. Mais ce qui devait être un tournage plutôt tranquille en mer tourne rapidement au cauchemar. Premier problème, le coût de production qui ne cesse de grimper. D'abord à cause des syndicats, car les sections syndicales de New York et de Boston de l'IATSE, l'International Alliance of Theatrical Stage Employees, décident de maintenir des équipes beaucoup trop nombreuses, au moins 100 personnes présentes simultanément sur le plateau, comme la moitié aurait suffi, et licencient les techniciens qui n'ont pas leur carte au syndicat. Deuxième problème, le syndicat des camionneurs qui s'en mêle. Et oui, il menace de faire arrêter la prod si les employés ne prennent pas le bus pour se rendre sur le lieu du tournage. À cela s'ajoutent les coûts induits par les pellicules développées en Californie, le prix des chambres d'hôtel qui bizarrement sont passés de 10 à 45 dollars la nuit, et les combinaisons de plongée qui reviennent à 60 dollars de plus que si elles venaient de Los Angeles. Sachant que le loueur de combinaison demande une caution de 100 000 dollars. Également, les sectorisés de Martha Vineyard demandent la préservation du site et demandent également une caution pour tout ça. Bref, alors que le film devait être plié en 50 jours, il faudra 150 jours pour que le film voie le jour. Autre souci, le requin mécanique, surnommé Bruce, comme l'avocat de Spielberg, tombe en panne continuellement. Rajoutez à ça le fait que Spielberg tourne en pêle-mer, un choix rare à l'époque, avec toutes les galères que ça implique, la météo, les courants, les bateaux qui passent dans le cadre, qu'il faut donc refaire les prises, etc. Les pannes de bateaux, et aussi, qu'il faut rajouter. Mais toutes ces contraintes va être l'un des éléments clés du film, la suggestion. Puisque le requin ne fonctionne pas, Spielberg le montre le moins possible à l'écran. Résultat, la peur vient de ce qu'on ne voit pas. Et ça, c'est du pur génie. Sur le plateau, l'ambiance n'est pas non plus au beau fixe. Robert Shaw et Richard Dreyfuss ne peuvent pas se piffrer dans la vraie vie. Leur tension se retrouve à l'écran.
Mais pareil, Spielberg va s'en servir. Mais malgré tout ça, toutes ces adaptations, le fait de s'adapter rapidement, Spielberg il n'est pas serein. Et il quitte donc discrètement le tournage avant la scène finale, de peur de se faire virer par la prod. Malgré cela, le film sort quand même. Dans une large mesure, il reçoit des critiques favorables. En effet, le film récolte plus de 7 millions de dollars dès son premier week-end d'exploitation aux USA. Un mois seulement après sa sortie, le film a déjà rapporté près de 60 millions de dollars. Bref, le film est 5 fois remboursé. Mais Les Dents de la Mer, ça raconte quoi? Eh bien, pour ceux qui auraient vécu dans une grotte ces 50 dernières années, on est donc dans les années 80, à quelques jours du début de la saison estivale. Les habitants de la petite station balnéaire d'Amity sont mis en émoi par la découverte sur le littoral du corps atrocement mutilé d'une jeune vacancière. Pour Martin Brody, le chef de la police locale, il ne fait aucun doute que la jeune fille a été victime d'un requin. Il décide alors d'interdire l'accès des plages, mais se heurte à l'hostilité du maire, uniquement intéressé par l'afflux de touristes. Pendant ce temps, le requin continue à semer la terreur le long des côtes et à dévorer les baigneurs. Alors, est-ce que c'est un bon film? Eh bien oui, 3 fois oui. Spielberg, avec sa façon géniale de faire monter le suspense en ne montrant que très rarement le requin, en faisant monter lentement la tension, avec 2 notes, signées John Williams. C'est un rythme d'abord lent, puis de plus en plus rapide, participe à 50% de la peur. La menace est invisible et le spectateur est constamment sur le qui-vive. Les Dents de la Mer, c'est aussi des personnages mémorables. Brody, Hooper, Kint, 3 archétypes qui fonctionnent parfaitement ensemble, avec une vraie évolution. Et ce monologue de l'USS Indianapolis, glaçant et mémorable, écrit à la dernière minute. Paradoxalement, les problèmes techniques ont forcé Spielberg à se réinventer dans ce film. Moins de requins égale plus d'impact psychologique. Et c'est ça qui est fort dans ce film. Le film obtient 7 sur 20 sur Sens Critique, 8,2 sur notre partenaire Camtel Watch. Quant à moi, eh bien, ça sera un bon 9 sur 10, car oui, on frise le chef-d'œuvre. Je vais vous dire pourquoi je ne mets pas 10. Parce que même si le requin mécanique avait fière allure à l'époque, il faut avouer quand même que certaines scènes ont pris un petit coup de vieux. Le réalisme n'est pas toujours au rendez-vous dans ce film. Le film prend son temps, beaucoup de temps. Aujourd'hui, certains pourraient le trouver long, trop long, très loin à démarrer même, surtout comparé aux standards des thrillers actuels. La scène de fin, explosive, c'est qu'à le dire, en mode Hollywood, peut détonner avec le ton global plus réaliste du film, mais reste culte. En résumé, et pour conclure, Les Dents de la Mer, c'est pas juste un film de requin. C'est un film sur la peur, sur l'attente, sur l'homme face à la nature. Oui, certaines choses ont vieilli, mais dans le fond, il reste intact. Un modèle de tension, de mise en scène et une leçon de cinéma. Un accident de production qui deviendra une révolution et un chef-d'œuvre. Alors, chef-d'œuvre du chaos, comme je vous dis clairement. Et même 50 ans plus tard, on y pense avant d'aller se baigner à ce film. Alors, on pourrait lui reprocher également d'avoir donné une très mauvaise image des requins, qui ne sont pas si meurtriers que ça. Il faut se baigner quand même avec quelques précautions dans les zones signalées avec des requins. Mais il exagère un petit peu le ton, et c'est un petit peu dommage. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des Dents de la Mer? Est-ce que ce film vous fait encore flipper? Eh bien, dites-le en commentaire. Et si vous aimez les retours sur des classiques du cinéma, abonnez-vous à la chaîne, car un requin ne mord jamais 2 fois, sauf chez moi. Bonne journée à vous et à la prochaine. Salut!